Merci beaucoup pour l'invitation. Donc, c'est un grand plaisir de revenir ici voilà, après cette thèse et surtout que voilà, maintenant, on commence à collaborer ensemble dans le cadre de Viago. Donc, je vais essayer de raconter cette aventure de la détection des ondes gravitationnelles, donc, en partant d'Einstein jusqu'aux détections de Virgo et Lago. Et bien sûr, en essayant de décrire les détecteurs et certains aspects qui sont aussi liés à l'acoustique et aux vibrations. Et vous verrez qu'il y a beaucoup de vibrations et d'acoustique dans Virgo. Et puis, je vais raconter pourquoi tout cela est important et, pour l'astrophysique et puis dire quelques mots sur le futur. Donc, c'était une quête qui date de 1916. Donc, en 1916, Einstein qui vient de publier sa théorie de la relativité générale, donc la théorie des espaces-temps courbes. Il publie un article donc, où il introduit les ondes gravitationnelles. Donc, les ondes gravitationnelles, c'est un article en allemand, mais il y a sur le web une traduction en anglais. Et donc, il introduit les ondes gravitationnelles. Donc, ce sont une solution de ces équations de la théorie de la relativité générale. Et donc, c'est des petites vibrations de la métrique de l'espace-temps. Donc, Einstein décrit la gravitation comme une courbure de l'espace-temps. Donc, l'espace-temps devient un milieu élastique, donc il peut vibrer, et si on le secoue, il vibre. Et ça, c'est les ondes gravitationnelles. Donc, les ondes gravitationnelles produisent un étirement de l'espace. L'amplitude H, c'est une mesure de l'étirement, donc delta L sur L. Donc, le delta L est plus grand si on prend une distance plus grande entre deux points. Donc, c'est des ondes qui se propagent à la vitesse de la lumière. Et cette slide, moi, je l'ai montrée, ça fait peut-être 20 ans que je la montre, mais aujourd'hui, on l'a mesuré, que les ondes gravitationnelles se propagent à la vitesse de la lumière. C'est une mesure de 2017. Elles ont deux polarisations, elles sont transverses. Donc, elles déforment l'espace-temps dans un plan qui est perpendiculaire à la direction de propagation, un peu comme les ondes électromagnétiques avec le champ électrique et magnétique. Ça aussi, on l'a mesuré, toujours en 2017. Et puis, sont produites, la source des ondes gravitationnelles, c'est des accélérations des masses, mais pas n'importe lesquelles. Il faut au moment avoir un moment de quadrupole. Donc, l'accélération des moments dipolaires ne produit pas d'ondes gravitationnelles. Donc, par exemple, deux étoiles de trous noirs qui tournent l'un autour de l'autre produisent des ondes gravitationnelles. Une explosion de supernova complètement symétrique ne produit pas des ondes gravitationnelles. Et puis, voilà, ça c'est une formule qu'Einstein dérive déjà en 1918, ça s'appelle la formule du quadrupole, qui lie l'amplitude de l'onde gravitationnelle, donc c'est un tenseur. Et donc, les éléments principaux, c'est donc le champ décroît comme R sur R, c'est un champ. Et alors, c'est intéressant parce que nous détectons un champ, donc il décroît comme 1 sur R. Donc, c'est décroît plus lentement qu'un flux, donc 1 sur R carré. Donc, c'est intéressant si on veut regarder très loin. Donc, 1 sur R, et puis il y a G sur C4, donc c'est quelque chose d'assez petit. L'espace-temps est très rigide, un milieu très rigide. Et ça, c'est la dérivée deuxième du moment de quadrupole, retardé évidemment. Donc, ça, c'est la formule du quadrupole, c'est à l'ordre 1
la source d'une onde gravitationnelle. Donc, on calcule le moment du quadrupôle, puis c'est un premier exercice qu'on fait quand on étudie les ondes gravitationnelles, par exemple d'un système de deux trous noirs en orbite l'un autour de l'autre. Et alors, c'est petit, mais s'il y a des objets compacts, comme les trous noirs, les étoiles à neutrons, ça peut devenir la luminosité, donc l'énergie par unité de temps, elle peut devenir très grande. On peut réarranger cette formule en introduisant le rayon de Schwarzschild et la vitesse de la lumière. Et si on a des vitesses qui s'approchent de la vitesse de la lumière, donc si D sur C est proche de 1, et si les rayons des objets sont proches des rayons de Schwarzschild, comme dans les trous noirs, on a quelque chose qui est de l'ordre de C5 sur G. Hein? Donc, on passe de G sur C4, très petit, à C5 sur G, très, très grand. Donc, on a quelque chose qui est en général très petit, mais quand on a des vitesses relativistes et des objets compacts, donc trou noir, étoile à neutrons, on a des luminosités incroyables, on le verra aussi par la suite. Donc, ça, c'est un peu en quelques mots, les ondes gravitationnelles. Donc l'espace-temps est très rigide, des grandes luminosités, mais quand même, ça reste des amplitudes très petites. Donc, si on fait un petit calcul, deux étoiles à neutrons dans l'amas de galaxies de la Vierge, c'est environ 20 mégaparsecs, 60 millions d'années-lumière, produit un signal qui est de l'ordre de 10-21. Donc, delta L sur L, 10-21. Si on a 2 points à 3 km, il faut détecter 10-18 mètres, une variation de 10-18 mètres sur 3 km. Et donc, c'est très petit, c'est 1000 fois plus petit que le noyau de l'atome. Et c'est comme, si vous voulez mesurer la distance Terre-Soleil, 150 millions de kilomètres, une variation de cette distance d'un atome. Hein. C'est ça la difficulté de la mesure. Et c'est ça la raison pour laquelle, c'est une des raisons pour laquelle ça a pris un siècle de détecter les ondes gravitationnelles. Et donc, si on reprend le papier d'Einstein, c'est intéressant de regarder ça en détail. Donc, dans son papier, Einstein calcule la luminosité et donc il dit, voilà, c'est une luminosité très petite, donc on traduit tout de suite en anglais. Et il dit, voilà, c'est un facteur très petit. Et donc, cette valeur-là, A, it is obvious that A has in all imaginable cases a practically vanishing value. Donc, il dit, c'est tellement petit que c'est zéro. Alors, pourquoi il dit ça? Parce qu'à l'époque d'Einstein, donc c'est petit, ça reste petit, mais à l'époque d'Einstein, en plus, Einstein ne savait pas qu'il y avait des objets compacts. Il ne savait pas qu'il y avait des trous noirs, il ne savait pas qu'il y avait des étoiles à neutrons. Imaginez que quelque chose d'assez petit, ça existe, mais en gros, ça ne sert à rien, ça ne sera jamais observé, il est practically vanishing. Et donc, ça a pris quand même une trentaine d'années pour se convaincre que les ondes gravitationnelles existaient, qu'on pouvait les détecter. Au début, il y a une histoire assez intéressante sur la réalité des ondes gravitationnelles. Donc, une chose réelle a une réalité physique et pas simplement un jeu mathématique. Et aux années 60, il y a un physicien américain qui s'appelle Joe Webb qui commence à détecter les ondes gravitationnelles. Alors, la première idée de Joe Webb, c'est d'utiliser l'acoustique. Donc, il construit une barre d'aluminium de 2 mètres et l'idée, c'est que l'onde arrive, elle secoue la barre et la barre commence à vibrer à une fréquence 1 kHz, plus ou moins. Et donc, lui, il met des capteurs piézoélectriques pour détecter la vibration de la barre. Donc, le premier détecteur d'ondes gravitationnelles, c'est un détecteur acoustique. Ça s'appelle les barres de Weber ou les barres résonantes.
Alors, ces détecteurs, c'était une très bonne idée, hein. Ça a duré 40 ans. Ces détecteurs ont continué à fonctionner jusqu'aux années 90. Mais ils avaient deux limitations. La première, c'est qu'ils étaient résonnants, sont résonnants. C'est-à-dire qu'ils fonctionnent dans une bande petite autour de la résonance. Et la deuxième, c'est qu'on on peut pas les faire très longs. Et donc, on a vu que delta H, delta L sur L, donc le signal est proportionnel à la longueur. C'est comme un élastique. Et donc, avec un détecteur très long, on a plus de signal. Donc, on a intérêt à faire des détecteurs très longs et on ne peut pas les faire mécaniques, acoustiques. Donc, vous connaissez bien les interféromètres de Michelson et l'expérience Michelson et Morley. Et donc, l'idée, c'est un peu la même, utiliser la lumière. C'est intéressant, deux choses sont intéressantes. La première, c'est que dans l'expérience de Michelson, il y a déjà un concept de rallonger la longueur optique par des multipassages. Donc, et on le fait dans Virgo, on le verra tout à l'heure, et d'utiliser des systèmes d'isolation sismique. Donc, des blocs qui flottent sur des liquides. Alors, nous, on utilisait autre chose, mais bon, c'est des concepts qui sont utilisés un siècle après. Et l'autre chose intéressante, c'est que Michelson aura le prix Nobel pour son invention de l'interféromètre. Donc, il y a deux prix Nobel à un siècle des distances connectés par le même instrument. Et donc, en 1960, il commence à y avoir l'idée d'utiliser un interféromètre. Donc, on a un laser, une séparatrice. Vous savez très bien comment ça marche. Donc, il y a les deux faisceaux lumineux se récombinent, ils interfèrent, et la puissance détectée à la sortie dépend de la longueur relative des bras, des déplacements relatifs entre les bras. Donc, quand il y a une onde gravitationnelle qui traverse l'interféromètre, elle change de façon asymétrique la longueur des bras. Et donc, nous, on peut détecter ce changement. Il y a un delta L égale H, amplitude de l'onde gravitationnelle fois L. Et donc, en regardant la variation de puissance lumineuse à la sortie, on détecte le passage de l'onde. Donc, le principe est simple, mais il faut détecter 10-18 mètres sur 3 km. Il faut détecter 10-21. Donc, il y a des concepts en 1960. Le premier prototype, il est construit à Malibu, en Californie, par Forward et collaborateurs. Et il a une sensibilité de puissance moins 14 mètres sur racine de Hertz. Donc, ça, c'est une densité spectrale linéaire. Donc, si on intègre dans la bande, on a le RMS. Donc, nous, aujourd'hui, nous avons une sensibilité qui est 10 ordres de grandeur plus grande que la sensibilité du premier prototype. Donc, ça a pris 50 ans pour arriver à une sensibilité raisonnable. Et aux années 70, il y a ce monsieur qui s'appelle Ray Valls, qui en 2017 a eu le prix Nobel, qui a commencé à passer, comment dire, faire des prototypes, c'était intéressant, mais Ray Valls s'est posé le problème de concevoir un instrument projeté et dire voilà, comment il faut faire un scaling des différents bruits, comment il faut imaginer un détecteur qui puisse vraiment avoir une sensibilité pour détecter les ondes gravitationnelles produites par des sources astrophysiques. Et tout ça est contenu dans un document qui fait une trentaine de pages qu'on peut trouver maintenant sur le web, grâce auquel aussi il a eu le prix Nobel, et dans lequel il imagine le détecteur interférométrique et commence à étudier tous les bruits qu'il faut réduire et des solutions possibles. Et donc, c'est sur la base de ce document et puis d'idées diverses et variées qu'on arrive à la fin des années 80, 90 à Virgo et LIGO. Donc, en Europe, il y a deux personnes, en particulier pour Virgo, il y a deux personnes qui sont un peu les pères de Virgo. Donc, Alain Briet qui en France, expert en optique laser. Il avait fait une très belle démonstration de l'isotropie de l'espace avec John Hall. Donc, Alain Briet a eu la médaille d'or du CNRS, et John Hall le prix Nobel, et pour une autre histoire.
Et Alberto Jadot était un expert de suspension sismique. Donc, ça, c'est une suspension sismique. Et ça, c'est un des premiers miroirs qu'on a utilisé dans Virgo. Donc, c'est un de ces miroirs qui va peut-être arriver ici au Loom pour faire des tests. Donc, c'est le même miroir. Donc, les années 70, mais il y a des ingrédients pour, comment dire, pour booster la recherche sur les ondes gravitationnelles. Les ingrédients sont des découvertes astrophysiques. Donc, en 1967, il y a la découverte de la première pulsar. Donc, la première étoile à neutrons. Hein. Donc, on sait que les objets compacts, les étoiles à neutrons existent. Et le premier candidat trou noir, c'était 72 ans, que les objets compacts sont observés. Ça, c'est voilà, une grosse avancée observationnelle qui contribue à convaincre les physiciens qu'il y a des sources d'ondes gravitationnelles. Puis il y a les lasers et le système de contrôle, les ordinateurs, tout ça. Donc tout ça contribue. Et bien sûr, la découverte en 1974 d'une source qui perd de l'énergie. Et si on regarde, la perte de l'énergie est complètement en accord avec l'émission d'ondes gravitationnelles. C'est la pulsar de Hulse et Taylor. Hulse et Taylor auront le prix Nobel, je me souviens bien, en 1993, pour ce laboratoire de relativité générale, qui est ce système binaire d'étoiles à neutrons. Donc, la communauté est convaincue que les ondes gravitationnelles existent, qu'il y a des sources, il y a des modélisations d'ondes gravitationnelles, et tout cela amène à ces projets kilométriques. Donc, les détecteurs LIGO à Hanford and Lewis, donc côte ouest des États-Unis, côte est, séparées par 3000 km. Et là, il y a déjà une idée qui était développée par Weber, celui des barres résonantes, de faire des coïncidences. C'est-à-dire un seul instrument n'aurait pas été capable de détecter les ondes gravitationnelles parce qu'il y a des glitches, des bruits instrumentaux qui peuvent contaminer les mesures. Donc, il faut faire une coïncidence. Il faut qu'il y ait le même signal sur deux sites très, très distants. Donc, il y a les projets américains, il y a GEO en Allemagne, c'est un projet entre l'Allemagne et le Royaume-Uni, plus petit, 600 mètres, et puis Virgo en Italie, donc projet qui naît franco-italien et qui maintenant c'est un projet européen. Donc voilà, c'est les conditions. Donc pour faire des gros projets, il faut beaucoup de conditions. Donc des développements théoriques, des lasers, de la technologie, la découverte des sources d'objets compacts, la découverte de cette source binaire, la démonstration que les ondes gravitationnelles existent, même si c'était une détection indirecte, et puis des gens motivés qui veulent détecter du 10-21. Et donc, si on regarde les améliorations en termes de sensibilité, comme je vous disais, on passe du puissance moins 14, doucement, doucement, jusqu'à aujourd'hui. Et là, c'est puissance moins 24. Ça, c'est le temps. Hein. Et ça, c'est la sensibilité H. Donc, des instruments. Donc, les points bleus, c'est les instruments construits. Là, les points verts, c'était à l'époque, c'est un papier de 2013. Donc, là, on en est là. Donc, il y a les points bleus jusque là. Et donc, tout cela amène à la première détection. Donc, la première détection a été effectuée en 2015. Donc, Virgo n'était pas encore en fonction. Donc, depuis 10 ans, on travaillait avec les Américains pour échanger de données. On avait commencé à prendre des données, mais on a commencé après en Europe. Et on a commencé après. Le projet a été financé après.
Donc, on était encore le Virgo a commencé en 2017 à détecter des ondes gravitationnelles. Donc, la première détection a été effectuée par les deux détecteurs américains. Donc, mais les données ont été analysées conjointement aussi par la communauté Virgo. Alors, le premier signal, on observe pendant quelques dizaines pendant une fraction de seconde, quelques oscillations. Ça, c'est un signal qui sort de l'interféromètre et filtré avec un passe-bande entre 30 et 300 Hz. Donc, on filtre les basses fréquences et les hautes fréquences. Et on découvre qu'il y a des oscillations, les mêmes oscillations sur les deux détecteurs à 3000 km de distance. Et si on fait un calcul, le strain, le delta L sur L, c'est de l'ordre 10-21. Et donc, c'est quoi? Au début, on ne sait pas. Ça, je l'ai mis parce que c'était intéressant. Donc, la personne qui a vu le signal en premier, c'était un postdoctorant en Allemagne. Et il dit, est-ce que quelqu'un peut confirmer que ce n'est pas un hardware injection, c'est-à-dire ce n'est pas un entraînement. Donc, à cette époque-là, on s'entraînait à mettre des faux signaux. Il y a une personne qui connaissait que c'était faux et tous les autres ne savaient pas. Et pour essayer de voir si les gens les trouvaient sans avoir le bias, est-ce que c'est faux, c'est vrai. Et donc, lui, il se dit, ici, ils ont mis un faux signal, donc quelqu'un peut me confirmer, c'est un faux signal. Et la réponse arrive le soir, c'est pas un faux signal, les gens n'étaient pas prêts à l'époque pour mettre des faux signaux. Et donc, l'excitation commence à monter, mais quand même, ça prend 5 mois pour se convaincre que c'est un vrai signal. Donc voilà, il y a plusieurs tests. Un des premiers tests, c'est de vérifier donc la même forme, ça on l'a vu, que ce n'était pas un signal d'environnement, ce n'était pas une tempête magnétique globale qui faisait le même signal, que ce n'était pas une coïncidence, ce n'était pas un tremblement de terre. Et puis il y a un comité qui a regardé si ce n'était pas un hacker qui était rentré dans les données. Donc ça a pris pas mal de temps aussi parce que on ne sait jamais. On s'est convaincu que c'était pas un hacker et puis on a fait aussi de la statistique. On a vu que c'était pas du background. Et surtout que ça collait très très bien avec la relativité générale. Donc, si on compare le signal avec la relativité générale, on trouve qu'il y a un très bon accord à 99%. Et l'annonce a été faite le 12 février 2016 avec un papier qui a été signé par environ 1000 personnes par les collaborations LIGO et Virgo. Et il y a eu un prix Nobel en 2017, donc Ray Weiss qui avait fait, c'était un des pères fondateurs de LIGO avec deux autres physiciens américains. Et donc, voilà, ça, c'était une découverte qui, si on fait un pas en arrière, arrive après une grosse série de découvertes entre les années 90 et la fin et la moitié des années 2010 en astrophysique, en cosmologie, en physique de particules. Ça, c'est ma liste préférée, mais c'est pas la seule. Et c'est une découverte qui a un peu constitué une révolution dans l'astrophysique. On le verra tout à l'heure pourquoi. Mais il y en a d'autres qui sont un peu liées aussi à celle-ci. J'essaie d'expliquer pourquoi. Donc, les détecteurs, donc on a fait cette introduction un peu historique. Donc, c'est des interféromètres. Donc, on pourrait imaginer d'utiliser simplement un horloge avec un faisceau laser. On calcule le temps d'aller-retour quand on réfléchit le laser sur un miroir, s'il y a une onde de gravitation qui passe, donc le temps d'aller-retour modifié. Ça, c'est les expériences classiques qui fait Einstein quand il introduit sa théorie de la relativité restreinte. Il y a toujours de la lumière et une montre. Et ça pourrait marcher théoriquement, mais on s'aperçoit qu'il
il y a des contraintes techniques, entre autres la précision nécessaire. Et donc, il faut un instrument comme un interféromètre. Et alors, on pourrait se poser la question, si on utilise un interféromètre, l'interféromètre utilise la lumière. La lumière a une longueur d'onde. Et si l'onde gravitationnelle étire la lumière, il étire la longueur d'onde de la lumière. Donc, est-ce qu'il y a un signal? Est-ce qu'il y a vraiment un signal? Donc, on sait qu'il y a un signal, on peut le démontrer, on peut faire le calcul. C'est un calcul relativement simple à faire de relativité générale. Mais voilà, il y a cette question. Et donc il y a eu même des personnes qui ont essayé d'expliquer cette question de façon intuitive, mais la réponse courte, c'est qu'on n'utilise pas la lumière comme une règle, mais comme une horloge. Hein. C'est la réponse courte, mais bon, je la laisse pour les curieux. Il y a aussi un papier qui explique ça. Et pourquoi ça marche, même si l'onde gravitationnelle déforme la longueur d'onde de la lumière. Une autre question intéressante qu'on pourrait se poser, voilà, c'est pourquoi on utilise seulement un bras. C'est-à-dire qu'on peut faire une cavité résonante avec un seul bras et pas deux bras. Donc ça, c'est une autre question intéressante. Là aussi, il y a plusieurs réponses. La précision de fréquence du laser, le fait qu'on utilise un bras pour stabiliser la fréquence du laser, le fait qu'on peut en gros réduire tous les bruits du laser parce qu'on utilise un instrument qui est assez symétrique. Donc ça, c'est très important. Et quelles sont alors les sources de bruit? Alors, en fait, c'est quoi Virgo? C'est un laser, un système de mesure de distance, de déplacement. Et donc, quelles sont les sources principales? Donc, la première source de bruit, c'est le bruit sismique. Donc, on sait que le sol vibre d'un micron toutes les quelques secondes. Et donc, il faut arriver à 10 puissance moins 18. Donc, il faut passer de 10 puissance moins 6 à 10 puissance moins 18. Donc, il y a des défis. Et on verra comment on résout le problème d'un Virgo. Et puis, on a une longueur d'onde qui est de l'ordre du micron. Donc, nous travaillons dans l'infrarouge proche. On peut utiliser aussi le verre, mais disons un micron. Et donc, il faut arriver à 10-18. Donc, il y a une précision de 10 puissance 12 sur la. Donc, c'est comme il faut résoudre la longueur d'onde à 10 puissance 12. On verra aussi comment faire. Et puis, il y a le fait que les miroirs sont des oscillateurs mécaniques et les molécules et les atomes des miroirs sont à une certaine température, donc ils vibrent. Et les fils de suspension vibrent et tout vibre. Et ces vibrations sont vues par le faisceau, ces vibrations thermiques. Ce mouvement brownien est vu par le faisceau comme un bruit qui se traduit par un bruit à la sortie d'un interféromètre. Donc, ça, c'est les sources principales. Donc, la géophysique. À la fin, on verra, c'est la mécanique quantique. Donc, notre capacité à faire une mesure très, très précise avec la lumière et la thermodynamique. Et puis, bien sûr, il y a l'environnement et les bruits techniques, par exemple, le bruit de fréquence du laser, tout ça. Donc, tous les bruits deviennent très importants quand vous voulez détecter 10-21. Donc, 10 puissance 18 divisé 3 km. Alors, si on commence par le bruit de la mesure, donc on détecte la mesure avec un laser. Donc, on peut faire un calcul, on l'appelle semi-classique. Donc, on considère le laser comme des photons. Donc, les photons, donc faire mesure avec des photons, ça veut dire compter des photons. Donc, si on compte des photons, le signal est proportionnel au nombre de photons, le bruit est
proportionnelle à la racine carrée du nombre de photons, parce que les photons ont, dans un état cohérent, une statistique poissonienne. Et donc, on a intérêt à augmenter la puissance du laser. Donc, le rapport signal à bruit va comme racine du nombre de photons, donc racine de la puissance du laser. Et donc, si on peut convertir tout ça en H, donc on peut calculer le H équivalent au bruit de photons, on s'aperçoit que le H donc, dépend de l'inverse de la racine carrée de la puissance du laser. Donc, on a intérêt à avoir des lasers puissants. Et évidemment, on a intérêt à avoir des bras très longs. Donc, l'amplitude minimum qu'on arrive à détecter est inversement proportionnelle à la puissance du laser et à la longueur des bras. Donc, il faut un gros instrument avec des lasers puissants. Mais on ne peut pas exagérer pour plusieurs raisons. Si on exagère avec la puissance du laser, on commence à cette randomness des arrivées des photons, on commence à secouer le miroir. Il y a un effet de pression de radiation. Le miroir est secoué, donc le miroir se déplace et on voit ça comme un bruit à la sortie d'un interféromètre. Donc il y a une puissance optimale à utiliser. Et puis si on augmente trop la puissance du laser, on chauffe le miroir se déforme et là on a un autre bruit. Ou, on le verra tout à l'heure, si on augmente trop la puissance, on excite aussi des instabilités acoustiques. Donc c'est un des sujets que l'homme développera, ce qu'on appelle les instabilités paramétriques. Donc il y a des compromis à faire mais gardons en tête il faut des très longs bras et des lasers puissants. Donc, on ne peut pas faire des bras de 1000 km sur Terre, mais on aurait idéalement besoin des bras de 1000 km. Donc, la solution, donc ça c'est l'inventeur de la solution, ça s'appelle Ron Drev, un physicien écossais, et il a dit faisons comme Michelson et Morley, on fait faire des allers-retours. Alors la version, disons, moderne de faire des allers-retours, c'est utiliser des cavités Fabry-Perot, des interféromètres de Fabry-Perot, c'est-à-dire on envoie un faisceau et le faisceau qui fait un tour est en phase avec le faisceau qui entre. Et ces interféromètres, c'est comme si le faisceau faisait des allers-retours. Et donc, la cavité amplifie le déphasage induit par l'onde gravitationnelle. Donc, si on a un miroir simple, on a, quand on déplace, quand une onde gravitationnelle passe ou quand on déplace un miroir, on a cette courbe verte. Et si on a une cavité, on a une pente qui est plus importante. Donc, c'est amplificateur de signal. Et avec ça, dans Virgo, on amplifie la longueur des bras par 300. Donc, on passe de 3 km à 1000 km. Après, il y a des limites à la fois technologiques, pratiques, pour faire plus que 300, mais on augmente le signal par un facteur 300. Alors, revenons sur le bruit de photons. Donc là, c'est ce que je vous disais, un traitement semi-classique. Donc, on considère la lumière comme une particule. Vous savez qu'on peut faire le parcours inverse et dire la lumière est une onde. Et la question, donc, quelle est la limite fondamentale d'une mesure interférométrique? Donc, la réponse tout à l'heure, c'était le fait qu'on compte des photons. Mais si on fait une opération un peu plus, comment dire, en prenant la chose d'un point de vue différent, c'est-à-dire de la théorie quantique des champs, on fait ce qu'on appelle la quantification du champ électromagnétique et on applique la mécanique quantique à la lumière. On quantifie le champ électromagnétique, on s'aperçoit que le bruit de photons, le bruit quantique dans un interféromètre, donc la limite fondamentale de la mesure interférométrique est due au fait qu'il y a des fluctuations du vide, ce qu'on appelle les fluctuations de point zéro, les fluctuations du vide, qui sont une conséquence de la quantification du champ électromagnétique qui ont été observés. Il y a des effets physiques qui dépendent de ces fluctuations de point zéro. Et donc, ces fluctuations entrent par la sortie d'un interféromètre
interfèrent avec le faisceau laser et ressortent et produisent le bruit de photon. Donc, c'était une découverte des années 80, mais c'est une découverte que nous utilisons aujourd'hui dans Virgo. Pourquoi? Parce que si sont les fluctuations du vide à produire le bruit quantique, les fluctuations du vide, la mécanique quantique nous dit qu'elles sont distribuées sur 2 quadratures, la phase et l'amplitude. Mais nous mesurons la phase du faisceau, nous ne sommes pas intéressés à l'amplitude. Et la mécanique quantique nous dit que tout en gardant valide le principe de Heisenberg, on peut squeezer, on peut comprimer une des fluctuations, par exemple la phase, et augmenter l'autre. Donc l'aire des fluctuations reste la même, mais on a beaucoup moins de fluctuations sur la quadrature qui est alignée avec le signal gravitationnel. En d'autres termes, on augmente le rapport signal à bruit si on arrive à manipuler les fluctuations du vide. Alors, est-ce que c'est possible de manipuler les fluctuations du vide? La réponse est oui. Il y a des techniques d'optique quantique avec des composants non linéaires qui créent des corrélations quantiques. Et à travers ces corrélations, on manipule le vide et on injecte un vide manipulé par la sortie de l'interféromètre à travers un isolateur de Faraday. Et donc, ce vide manipulé entre dans l'interféromètre et grâce à cet manipulateur de vide, on arrive à réduire le bruit de photon. Donc, ça, ce que vous voyez en noir, c'est le bruit de photon de Virgo. Et quand on injecte ce vide manipulé, ce qu'on appelle squeezing, on passe de la courbe noire à la courbe rouge. Donc, en injectant du vide manipulé, on réduit le bruit, donc ça marche. Et d'ailleurs, on l'a utilisé pendant une prise de données, pendant 1 an, et ça a permis LIGO a fait la même chose, ça a permis de détecter le nombre d'événements de 50%. Donc, on augmente la sensibilité, on regarde plus loin. Et je crois que c'est intéressant parce que ça montre vraiment qu'on atteint les limites de la mesure au sens de la mécanique quantique. Donc ça, c'est un développement d'ailleurs qu'on fait aussi dans mon labo. Et donc, comment améliorer toutes ces techniques de manipulation de vide. Donc ça, c'est le bruit de la mesure. Mais il n'y a pas que ça. Il y a le bruit sismique. Donc, on revient sur Terre. Et donc, la Terre vibre et il faut isoler les miroirs des vibrations terrestres. Et donc, qu'est-ce qu'on fait? On les suspend. On les suspend à des pendules. Donc là, vous connaissez très bien, j'imagine. Le pendule est un isolateur, un passe-bas. Nous, on utilise des chaînes de pendules, 7 pendules en cascade. Donc, chaque pendule, c'est un filtre passe-bas. Et avec ces pendules, si ça, c'est le spectre du bruit sismique, donc le point de suspension est en bleu et le point suspendu en rouge. Donc, à 10 Hz, on arrive à isoler de 10 puissance 14 le bruit. Donc, il n'y a plus rien à 10 Hz. Le système continue à osciller à basse fréquence, mais au-dessus des fréquences de résonance du pendule, il n'y a plus rien. Donc, ce système, évidemment, couple des isolateurs dans le plan horizontal avec, il y a des couplages mécaniques, donc il faut isoler aussi en vertical et en horizontal, donc il y a des ressorts optiques et des ressorts mécaniques. Et donc, c'est un système assez complexe qui a été développé pendant 20 ans à Virgo. Et bien sûr, aux basses fréquences, le système se déplace. Et donc, il faut le contrôler. Et pour le contrôler, nous avons développé un système comme ça qui est un ensemble de pendules ou contre-pendules suspendus qui agissent sur le miroir avec des systèmes bobinement. Donc, on ne le touche pas, mais on colle des aimants sur le miroir et avec des forces électromagnétiques, on le déplace très doucement. Parce que si on le déplace
pas assez doucement, on introduit du bruit dans l'interféromètre. Donc il faut faire des forces très doucement et très lentement. Et le reste, c'est de l'isolation passive. D'accord. Donc, bon, après, le problème est un peu plus compliqué parce qu'on a aussi un peu d'isolation active. On a des systèmes inertiels tout en haut d'une plateforme. On a une pendule inversée pour pré-isoler avec des joints élastiques. Donc, voilà, c'est un système qui est très, très compliqué. Donc, ça lance dans un tube à vide qui fait une dizaine de mètres. Voilà, et alors, donc on a parlé du schéma optique, l'interféromètre de Michelson, on a parlé des suspensions, le détecteur final, ça c'est LIGO, mais Virgo c'est le même schéma, c'est composé par plusieurs qualités optiques résonantes. Il y a des cavités dans les bras, il y a des cavités en entrée, en sortie. Les mots-clés vraiment pour Virgo, c'est suspension, interférométrie optique, qualité Fabry-Perot, c'est les instruments qu'on trouve un peu partout. Et là, je voulais vous montrer quelques petites photos de l'instrumentation. Donc, on suspend les miroirs, mais on suspend tout d'un Virgo. On suspend et on met sous vide tous les composants pour éviter les couplages sismiques et acoustiques. Par exemple, ça, c'est un banc qui nous sert pour extraire des signaux auxiliaires pour contrôler l'interféromètre. Donc, il y a des composants optiques pour la mise en forme des faisceaux et des photodétecteurs. Et donc, tout ça, c'est sur ce banc qui est suspendu. On ne voit pas, mais il y a un fil. Et là, il y a la suspension, les pendules, c'est en haut. Et tout ça, c'est dans une chambre à vide. Et alors, la chose intéressante aussi, qu'on met l'électronique très, très proche du système pour éviter des contaminations électromagnétiques. Donc, les photodétecteurs sont alimentés et sont amplifiés tout de suite avant qu'ils sortent et qu'ils fassent des longs parcours et soient contaminés. Mais mettre l'électronique sous vide, c'est encore des problèmes. Donc voilà, il y a beaucoup de technologies. Évidemment, il faut le contrôler, ce banc. Donc il y a des capteurs pour garder le banc dans sa position de travail. L'autre composant très, très essentiel, c'est les miroirs. Ça, c'est les miroirs d'Advanced Virgo Plus. C'est les miroirs de 40 kg qui ont développé à Lyon, au laboratoire des matériaux avancés. Donc, c'est des miroirs qui font 35 cm avec une rugosité planité très, très bonne. Ça veut dire que le RMS des défauts de surface sur 35 cm est moins d'un nanomètre. Donc, vous avez une pizza de 35 cm avec des petites montagnes de moins d'un nanomètre en moyenne et sur lesquelles il y a un coating, il y a des couches minces qui sont un élément essentiel de l'interféromètre parce que c'est les propriétés des couches minces à la fois optiques et mécaniques, donc les dissipations des couches minces, l'absorption, qui définissent la sensibilité de l'interféromètre. En particulier, le bruit thermique, le mouvement brownien dépend des dissipations. À travers le théorème de fluctuation-dissipation, on peut le démontrer. Et c'est les dissipations des quelques microns de couches minces qui déterminent la sensibilité de cet objet kilométrique. C'est des objets très importants. Donc, à Lyon, au Lomme, il y aura la moitié de ce miroir. Donc, ça c'est 20 cm, 35 cm. Il y aura la moitié de ce miroir. Ça, c'est Advanced Virgo. Et avant, on utilisait des miroirs plus légers. Et ça, c'est un autre banc. C'est un banc pour l'injection du faisceau. Donc, c'est un faisceau laser. Donc, imaginez un faisceau comme ce pointeur. Et il faut l'élargir jusqu'à un diamètre de 10 cm. Parce que par diffraction, il faut des gros faisceaux, parce qu'un faisceau petit, il diverge beaucoup, un faisceau gros, il diverge beaucoup moins. Et aussi parce que si on a un faisceau gros, il va regarder un grand miroir et les fluctuations des atomes thermiques vont être moyennées beaucoup plus. Et donc, un des problèmes que nous avons, ça c'est le travail que nous faisons aussi à Paris, c'est comment élargir ce faisceau d'un millimètre à 10 cm sans introduire des aberrations. Et donc, il y a des télescopes qui sont des télescopes paraboliques
et aussi qui diffuse très peu de lumière, parce qu'un autre gros problème dans Virgo, c'est la diffusion. Ça veut dire les photons qui s'échappent du faisceau, qui vont taper sur la cuve à vide, qui vont ré-rentrer dans le faisceau et qui vont contaminer la maison. Et ils nous font un faisceau sur 10 puissance 12 peut détruire la sensibilité de Virgo, donc il faut des composants qui diffusent très peu. Et on met aussi des pièges à lumière un peu partout dans l'interféromètre. Donc, notre travail, c'est de faire en sorte que l'interféromètre soit dans sa position de travail et puis de faire la chasse au bruit, donc de réduire tous les bruits. Alors, c'est, je dirais pas facile, mais c'est plus facile à haute fréquence. Donc, ça, c'est la sensibilité, c'est une sensibilité à haute fréquence. Et la sensibilité à haute fréquence, en général, on arrive à part des pics acoustiques, que ce soit, disons, plus ou moins ce qu'on attend par le bruit quantique. Donc là, ça reproduit le quantum noise, plus ou moins. Avec tout un tas de bruits qu'on arrive à réduire, par exemple les bruits du laser, ça c'est des bruits du laser. Et quand on va à basse fréquence, il y a tous les bruits qui explosent, comme on sait. Ça, c'est 10 Hz, 100 Hz. Ça, c'est l'AGO, mais on a la même chose dans Diago. Alors, tout d'abord, à basse fréquence, le bruit mesuré, ici, c'est un violet, ne reproduit pas le bruit mesuré en rouge ne reproduit pas le bruit estimé. Donc, il y a un bruit qu'on ne comprend pas. Et il y a une forêt de bruits qui sont des bruits techniques, électroniques, acoustiques, lumière diffusée. Et donc, notre travail, c'est de réduire tous ces bruits. Et alors, la chose un peu frustrante dans ce travail, c'est que vous faites quelque chose sur l'interféromètre, vous changez quelque chose, ça ne change rien à la courbe de sensibilité, bien sûr, parce que vous devez réduire à 3, 4, 5 bruits avant de voir un résultat. Donc, c'est très important la modélisation. C'est très important faire des précautions un peu sur tout. La modélisation, ce n'est pas toujours simple, notamment dans le cas du bruit acoustique, dans le cas de la lumière diffusée, on peut faire des quasi-modélisations, mais les systèmes sont tellement complexes que c'est pas toujours simple et ça prend du temps. Donc, c'est pour ça aussi qu'on a mis des années à arriver aux sensibilités actuelles. Donc, je conclue cette partie sur les détecteurs. Je voudrais parler des observations et j'ai encore un peu de temps, quart d'heure. Donc, aujourd'hui, donc ça c'est le réseau des interféromètres qui ont produit des résultats des campagnes d'observation entre 2015 et 2020. Donc, Virgo et les deux interféromètres américains. Et après, il y a un interféromètre japonais en construction et puis un projet en Inde, une collaboration entre les Américains et les Indiens, mais c'est pas encore construit. Donc les Virgo et LAGO, c'est à peu près les mêmes. Hein. LAGO, c'est un peu plus long. Ça aide. C'est pas proportionnel, c'est un peu plus que proportionnel. Donc c'est 4 km au lieu de 3 km. Mais sinon, les schémas, les concepts sont vraiment assez similaires. Pardon. Alors, juste deux mots sur la collaboration Virgo. Donc, Virgo est sur un site qui est géré par un consortium franco-italien, maintenant néerlandais, à Pise. Et l'instrument est géré par une collaboration scientifique qui comprend aujourd'hui beaucoup de personnes. Et donc, voilà, c'est une collaboration européenne avec aussi des membres extra-européens. Et en France, il y a 11 groupes qui sont des groupes à part entière de la collaboration.
et avec des laboratoires qui sont intéressés à rejoindre la collaboration, comme Subatec, donc vers l'Est. J'irai à Nantes aussi jeudi, parce qu'à Nantes, ils sont aussi intéressés de rejoindre la collaboration. Donc, nous sommes environ 150 personnes en France. Donc, le premier signal, donc là, je voudrais parler de quelques minutes des résultats. Donc, la première détection, je vous disais, c'était un couple de trous noirs, un système binaire de trous noirs. Donc, qu'est-ce qui se passe? Donc, dans la gravitation newtonienne, un système binaire ne dissipe pas de l'énergie s'il n'y a pas des nuages interstellaires, tout ça. Le système continue à orbiter à l'infini. Dans la relativité d'Einstein, il y a émission d'ondes gravitationnelles. Donc, il y a une perte d'énergie. Donc, on perd de l'énergie, le système spiralise. Et plus il spiralise, plus il perd de l'énergie, et jusqu'à la fusion. Et le signal prédit par la relativité, c'est en rouge, c'est ce signal rouge, donc on l'appelle un chirp, quelque chose qui augmente en fréquence et en amplitude, jusqu'à la fusion. Et pendant le signal 150914, donc le 14 septembre 2015, le signal, qui est ici en gris, a été nettoyé par le bruit, mais c'est les données en gris, hein, reproduit très bien la relativité générale. Donc, il y a un accord assez impressionnant. C'est un signal qui est complexe, hein, parce que cette partie-là, surtout, elle est très, très complexe, la fusion. Et il reproduit très, très bien. Donc, c'est une partie qui est assez convaincante. Et alors, la chose qui est impressionnante de ce signal, c'est que c'est vraiment un phénomène très, très violent, hein. C'est deux trous noirs de 30 masses solaires chacun, qui tournent à une vitesse qui est ici en vert, une unité de vitesse de la lumière. Donc, à la fin, c'est presque la moitié de la vitesse de la lumière. Donc, c'est un système, c'est un phénomène assez violent. Et donc, pendant la fusion, il y a trois masses solaires qui sont converties en énergie, E égale mc carré. Donc, trois masses solaires sont converties en énergie à une fraction de seconde. Et donc, si on calcule la luminosité, donc la puissance rayonnée en ondes gravitationnelles, donc ça fait 3 masses solaires, vous faites 3 masses solaires c carré divisé 300 millisecondes, vous avez une luminosité de l'ordre de 10 puissance 56 erg par seconde, c'est une unité courante en instrument. Et c'est une luminosité qui est plus grande de la luminosité des toutes les étoiles de l'univers ensemble. Ça veut dire que si vous prenez la luminosité du Soleil et vous la multipliez par le nombre d'étoiles dans la galaxie, puis vous multipliez par le nombre de galaxies, donc à chaque fois c'est 10 puissance 11, vous trouvez la luminosité de l'univers en ondes électromagnétiques. Et donc, la luminosité de cet événement en ondes gravitationnelles est plus grande que la luminosité totale de l'univers en ondes électromagnétiques. Donc, ça, c'est petit calcul pour montrer que c'est vraiment un événement très, très violent. Et alors, la chose, c'est toute cette énergie rayonnée en ondes gravitationnelles, ça sert absolument à rien parce que l'espace-temps est tellement rigide que ça produit des ondes minuscules. Mais quand même, on brûle 3 masses solaires à un onde de gravitation. Alors, pourquoi on dit qu'on brûle 3 masses solaires? Parce qu'au début, il y a un trou noir de 29, un trou noir de 36, et donc ça fait 65 masses solaires à la somme, et à la fin, on se retrouve un trou noir de 62. Donc, il y a 3 masses solaires qui manquent, et donc ils sont partis à un onde gravitationnel. Alors, ça, c'est le premier événement. Depuis, on en a observé plein, je vous montrerai. Et à travers beaucoup de prises de données, donc 2015, 2016, 2017, nous, on a commencé à travailler en 2017, et puis entre 2019 et 2020. Et donc là, la prochaine prise de données, ça sera en mars-avril l'année prochaine. Voilà, c'est un peu l'idée des prises de données. On les appelle OP, comme Observing, donc O1, O2, O3. Là, nous sommes là et il y a des prises de données prévues de l'année prochaine et en 2026. Et là, on étudie aussi quoi faire
dans les années 2030. Donc, à chaque fois, on augmente la sensibilité. Et là, il y a un chiffre qu'on donne pour, comment dire, c'est l'unité de mesure de notre sensibilité, c'est la distance à laquelle on observe des événements. Là, c'est 100 mégaparsecs, 140, etc. C'est la distance à laquelle on observe des fusions d'étoiles à neutrons. Et pour les trous noirs, c'est 10 fois plus. Donc, on commence à observer une région de l'univers assez intéressante. On arrive jusqu'à un redshift de presque 1. Alors, pourquoi c'est intéressant d'augmenter la sensibilité des instruments? Parce que plus vous regardez loin, plus le volume de l'univers que vous regardez est grand. Et donc, si vous augmentez la sensibilité d'un facteur 2, on regarde 2 puissance 3 plus de volume, et donc 2 puissance 3 plus de sources. Et donc, on voit qu'entre les premières prises de données et celle-là, la pente, ça c'est le nombre de sources, et ça, c'est les jours d'observation changent drastiquement. Là, on passe d'un événement par mois à un événement par semaine. Et prochainement, la prise de données, on espère un événement tous les 3 jours. Et en 2026, c'est un événement par jour. Et en 2040, un événement toutes les minutes. Et ça, c'est puis, on arrive un peu à la limite des trous noirs dans l'univers. Donc aujourd'hui, nous avons détecté 90 sources. Donc ça, c'est un petit schéma avec la symétrie comme ça c'est juste pour faire joli, hein, mais il n'y a pas une signification physique. Donc c'est toutes les sources en unité de masse solaire. Donc ça, c'est par exemple 100 masses solaires. Donc à chaque fois, il y a 2 petits points bleus. Donc 2 trous noirs qui fusionnent et donnent lieu, enfin, il génère un trou noir un peu plus massif. Alors, la chose intéressante, c'est que les petits points rouges, c'était les candidats trous noirs, les trous noirs détectés avec les ondes électromagnétiques. D'accord? Et donc, on envoyait jusqu'à peu près à 20 masses solaires. Mais là, on a découvert une nouvelle population de trous noirs stellaires, donc trous noirs issus d'étoiles, un collapse gravitationnel, qui ont des masses beaucoup plus importantes. Donc, il y a des trous noirs plus massifs, jusqu'à 150, 200 masses solaires qu'on n'avait jamais détectées avant. Donc, c'est entre autres, une des avantages de cette nouvelle astronomie, détecter des choses qu'on ne voit pas avec la lumière, des choses sombres qu'on ne voit pas avec la lumière. Donc, 90 sources, on a publié un catalogue des ondes gravitationnelles en 2021. Alors, l'autre chose qu'on fait, on a commencé à faire, notamment quand Virgo est arrivé, on fait des triangulations, c'est-à-dire on combine les données des 3 détecteurs. Et en combinant les temps, les délais entre les détecteurs, on arrive à donner la position de la source dans le ciel. Donc, quand il n'y avait que LIGO, c'était plus compliqué parce qu'il y avait deux instruments. Et c'est comme le son, hein, exactement, on fait de la triangulation. Et là, avec Virgo, là, c'est un événement qu'on a, la première fois qu'il y a eu Virgo, c'était 14 août 2017, et il y a eu une localisation meilleure. Donc, c'était la première détection triple. Et puis, 3 jours après, il y a eu un événement exceptionnel. Donc là, c'était encore des trous noirs. Mais le 17 août 2017, il y a eu la première détection d'une coalescence d'étoiles à neutrons. Donc, au lieu d'avoir 2 trous noirs, on a 2 étoiles à neutrons. Donc, les trous noirs, ce n'est pas vraiment de la matière, hein, c'est quelque chose qui est un peu de la... Comment dire, on peut dire c'est de l'espace-temps, les trous noirs. Un trou noir a identifié par 2 nombres la quantité de rotation, donc le spin, et la masse. Donc, il n'y a pas ce concept de structure en trou noir. La matière, les étoiles à neutrons, c'est de la matière, donc on peut les casser. Ils ont une structure, ils ont une équation d'état, etc. Donc c'est complètement différent. Mais les étoiles à neutrons et les trous noirs sont 2 issus de la mort d'une étoile massive. Donc ça, c'est une naine blanche, une étoile à neutrons, un trou noir, c'est l'étoile est très massive.
Donc, on avait détecté des trous noirs, et là, la première fois, on détecte une étoile à neutrons. Alors, l'étoile à neutrons, la fusion de deux étoiles à neutrons peut produire non seulement des ondes gravitationnelles, mais aussi de la lumière. Et on détecte la lumière aussi. On détecte la lumière, et c'est intéressant ici, c'est le spectrogramme de l'onde gravitationnelle. Donc, ça, c'est le temps et la fréquence. Et donc, ça, c'est le chirp. Donc, on peut l'écouter. Hein, on fait quelque chose de... Et jusqu'à la fusion, la fin de l'orbite. Et 2 secondes après, il y a un sursaut gamma, donc un flash gamma qui est détecté par 2 satellites qui s'appellent Fermi et Intégral. Et donc, on a là la mesure de la vitesse des ondes gravitationnelles parce que il y a la même source qui a mis un sursaut gamma et une onde gravitationnelle. Donc, on s'assure que c'est la même source. Et c'est très intéressant parce que là, on démontre que les ondes gravitationnelles voyagent à la vitesse de la lumière. C'est un voyage de 130 millions d'années, donc la source a 130 millions d'années-lumière, donc la lumière met 130 millions d'années. Et le décalage entre l'onde gravitationnelle qui est, elle, émise avant, le processus physique fait que l'onde gravitationnelle a été mise avant la lumière, mais le décalage est 2 secondes. Donc, il y a un voyage de 130 millions d'années avec un décalage de 2 secondes. Donc, si on fait un calcul, c'est qu'on peut dire que les ondes gravitationnelles voyagent à la vitesse de la lumière avec une précision de 10-15. Donc, c'est quand même une mesure très, très précise. Et d'ailleurs, il y avait des théories qui prévoyaient des théories de la gravité modifiée qui prévoyaient des vitesses différentes qui ont été complètement exclues par cette mesure très très précise. Après, il y a d'autres théories qui prévoient alternatives à la relativité générale, mais bon, voilà, on n'a pas le temps. Et alors, la chose incroyable, c'est qu'on a détecté un sursaut gamma, mais aussi de la lumière. Et donc, la lumière, c'était donc détecté par plusieurs télescopes au monde. Le premier, c'était SWOP. Donc, là, il y a l'échange entre les membres de SWOP. Et donc, l'échange, ils l'ont mis dans le papier. Et donc, quand il y a, je crois que c'est un postdoc qui envoie au responsable, un des responsables de la manip, la copie d'écran de ce qu'il a vu. En fait, ils ont grâce à l'alerte que Virgo et LIGO est envoyé, c'est-à-dire Virgo a dit allez regarder là-bas. Eux, sont allés regarder là-bas. Ils ont commencé à regarder toutes les galaxies qu'il y avait. Et à la 9e galaxie, ils ont comparé les images d'archives avec l'image. Et il y avait un point bleu qu'il n'y avait pas avant. Et donc, ce point bleu, c'est la contrepartie électromagnétique de la fusion des 2 étoiles à neutrons. Ça s'appelle une kilonova. C'est un processus physique où il y a un rayonnement optique infrarouge qui est dû au processus radioactif après la fusion. Donc, il y a des noyaux radioactifs. Ces noyaux radioactifs produisent cette lumière. Et c'était une découverte assez importante parce que il y a la physique des supernovae, des kilonovae, mais quand vous avez la galaxie, vous avez aussi le redshift, vous avez le décalage vers le rouge, vous avez une mesure de l'éloignement de la galaxie, donc on peut faire de la cosmologie. Je vais y revenir si j'ai le temps dans 2 minutes, mais je pense que le temps est presque terminé. Donc, voilà, ça c'est la fameuse mesure de la vitesse des ondes gravitationnelles. Mais on a fait beaucoup plus de mesures avec les ondes gravitationnelles. On a observé des systèmes assez asymétriques. Et aujourd'hui, on se demande de la nature aussi des objets observés. On a observé, pour la première fois, des trous noirs de masse intermédiaire. Vous savez qu'il y a 3 grandes classes de trous noirs, les trous noirs issus d'une étoile, de la mort d'une étoile, un collapse gravitationnel. Il y a les trous noirs supermassifs au centre des galaxies, comme l'image du trou noir.
Et au milieu, il y a des trous noirs, enfin, où il y a très peu de candidats, mais qui pensent pourrait être un lien entre les trous noirs stellaires et les trous noirs supermassifs, c'est-à-dire pourrait être les graines qui forment les trous noirs supermassifs. Eh bien, on a observé un trou noir intermédiaire avec LIGO et Virgo, et ça fait partie des observations importantes parce que ça enrichit la zoologie, le panorama des objets cosmiques qu'on observe. Et je vous disais, on fait de la cosmologie aussi. On mesure la constante de Hubble, donc le taux d'expansion de l'univers avec les ondes gravitationnelles. Ça, c'est une des questions ouvertes en cosmologie. Il y a une tension entre les mesures faites dans l'univers local, dans l'univers proche, et les mesures faites dans l'univers primordial. Donc, ce taux, c'est représenté par ces bandes roses et vertes. Ces mesures ne sont pas complètement en accord. Donc, si on mesure le taux d'expansion de l'univers 1 km par seconde par mégaparsec, donc combien deux galaxies séparées par un mégaparsec s'éloignent les unes des autres, ce taux, une des mesures donne 67, donc 67 km par seconde par mégaparsec, et l'autre 73. Et avec les barres d'erreur, les mesures sont séparées. Donc, avec les ondes gravitationnelles, on arrive à faire des mesures. Pour l'instant, c'est des mesures qui ne sont pas très précises, qui sont bizarrement au milieu des deux, mais ils ne sont pas très précises. Mais en cumulant des sources, on espère améliorer cette sensibilité et contribuer à ces débats sur la mesure du taux d'expansion de l'univers. Alors, pourquoi c'est important ce débat? Parce que, en supposant que les deux mesures faites, la mesure rose et la mesure verte, sont exactes, sont vraies, il y a un problème dans le modèle cosmologique. Hein, dans le modèle. Donc, il y a peut-être de la nouvelle physique, ce qu'on dit une nouvelle physique, un nouveau modèle à développer. Donc, je résume, je fais un petit résumé sur pourquoi les ondes gravitationnelles sont importantes. Et puis, je m'arrête parce que c'est tard. Hein. Si vous avez des questions, on peut développer plus. Donc, avec les ondes gravitationnelles, on arrive à détecter des nouveaux objets, comme des trous noirs plus massifs, des trous noirs observés jusqu'à présent, des nouvelles populations d'objets. On arrive à détecter les mêmes objets, mais d'une façon différente. Et on arrive aussi à combiner les ondes gravitationnelles avec les ondes électromagnétiques. Donc, on fait une astronomie multimessager, donc avec deux messagers ensemble. Donc, par exemple, la fusion observée en ondes gravitationnelles et un sursaut gamma. Et donc, ça permet de faire des mesures plus riches. Et puis, on arrive à envoyer des alertes. Alors, un télescope normal, il voit une portion du ciel, s'il fait beau, la nuit. Nous, on observe tout le ciel tout le temps. Virgo et LIGO ensemble, ils observent la totalité. Et donc, on peut envoyer des alertes. Et donc, il y a des télescopes qui vont aller regarder et suivre. Après, on peut faire des tests de la gravité, de la gravitation. On peut faire des mesures de cosmologie. On peut étudier la matière dense. Donc ça, c'est très intéressant parce que donc, les étoiles à neutrons, quand ils fusionnent, elles sont déformées. La gravité de l'une déforme l'autre. Et l'étoile à neutrons a une équation d'état. Donc, il a une rigidité. Et donc, puisque la gravité de l'autre étoile la déforme, l'étoile est déformée et elle émet une onde gravitationnelle légèrement différente que si elle n'était pas déformée. Donc, en gros, si on regarde la forme de l'onde gravitationnelle, on peut comprendre la déformation de l'étoile à neutrons et donc sa rigidité. Et à partir de la rigidité, on peut comprendre la structure, enfin, on peut avoir des informations sur l'intérieur de l'étoile. Les étoiles à neutrons sont très intéressantes parce que ça s'agit de matière nucléaire avec une densité qui est plus grande que la densité du noyau atomique. Et les physiciens nucléaires s'interrogent sur la nature de cette matière. Donc, on peut utiliser les ondes gravitationnelles comme
et les étoiles à neutrons comme un laboratoire pour étudier la matière dans des états qu'on ne peut pas reproduire sur Terre. Donc la matière nucléaire ultra dense. Et puis on peut faire des statistiques sur les populations d'objets compacts. Donc il y a deux façons d'utiliser les sources. Donc on utilise les sources individuelles. Donc il y a une source intéressante parce qu'elle est un peu asymétrique, étrange, ou on les combine. On les combine, et par exemple, là, c'est la statistique, la densité de trous noirs en fonction de leur masse. Et là, c'est à une échelle logarithmique, et on voit qu'il y a des pics. Il y a plus de trous noirs avec une certaine masse, il y a moins de trous noirs ici, plus de trous noirs là. Et ça, il faut pouvoir l'expliquer en termes de modèles d'évolution d'étoiles. Et donc là, il y a beaucoup de physique pour l'évolution stellaire, hein, pour les modèles d'évolution stellaire, la formation des systèmes binaires de trous noirs. C'est une physique qui est très très riche autour des ondes gravitationnelles. Et puis j'ai conclu, et puis c'est aussi, il y a donc, voilà, je disais, des retombées sur la physique, mais aussi beaucoup de technologies. Et donc, les technologies de miroir, physique quantique, optomécanique, acoustique aussi, laser stabilisé, et aussi des communautés avec lesquelles on interagit pour construire les détecteurs. Voilà, merci beaucoup pour votre attention.